Bien le bonjour. Mon nom est Martin Meunier. Je suis directeur du Collège des chaires de recherche sur le monde francophone de l'Université d'Ottawa. Aujourd'hui, nous avons le deuxième table ronde du cycle de conférences portant sur la COVID et les recherches en francophonie. Et nous avons deux conférenciers hors pair qui font la salette euh, aujourd'hui même, puisque les deux viennent d'être couronnés, et je les félicite, de récipiendaires de la médaille de l'Ordre de la Pléiade de 2020. Donc, bravo à Linda Cardinal, bravo à François Larocque. Un mot de présentation rapidement pour chacune. Linda Cardinal est directrice de l'AUF Région Amérique. Elle a été élue à la Société royale du Canada. Elle a été faite chevalière de l'Ordre des Palmes académiques de la République française. Elle a reçu le prix et l'Ordre du Canada pour ses recherches sur les politiques publiques et les politiques linguistiques. Parmi ses récentes réalisations, elle a préparé le célèbre Plan d'action pour la francophonie à l'Université d'Ottawa, plan d'action qui va être la base dans laquelle le nouveau vice-rectorat international et francophonie va réaliser en quelque sorte cette réforme. Donc, nous avons bien hâte de voir la suite et la concrétisation de son plan d'action. Elle a été également maître d'œuvre d'un plan stratégique important pour la recherche à l'Université de l'Ontario français. Elle a été bien sûr titulaire de la chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques de l'Université d'Ottawa, qui était ici même au Collège des chaires pendant plus de 15 ans. Aujourd'hui, donc, je le répète, s'ajoute une reconnaissance supplémentaire, celle de la médaille de l'Ordre de la Pléiade 2020. Et donc, je suis très heureux d'accueillir Linda Cardinal ici même. J'enchaîne tout de suite avec François, parce que, si j'ai bien compris, Linda va commencer et François va poursuivre sur la même thématique. François Larocque est professeur titulaire à la faculté de droit. Il est à la section Common Law. Il est titulaire de la chaire de recherche sur le monde francophone, droit et enjeux linguistiques. Il a publié plusieurs articles et livres, dont, par exemple, le dernier livre en 2019, Doing Peace the Right Way, International Law and Human Rights in Conflicts, Essays in Honor of Louise Arbour. Et il a publié, bien sûr, avec Linda Cardinal, et c'est à mon avis le début d'une grande complicité, ce livre-là, tous les deux. D'ailleurs, ils travaillent ensemble depuis longtemps. Le livre Constitution bilingue du Canada, un projet inachevé aux presses de l'Université Laval en 2017. Avec Linda Cardinal, François Larocque va obtenir récemment une subvention d'engagement partenarial pour analyser l'application dans les langues officielles de la mise en œuvre des plans d'urgence nationaux élaborés dans le contexte de la pandémie, un partenariat avec le FCFA. Et lui aussi, bien sûr, se reconnaît aujourd'hui le prix de la médaille de l'Ordre de la Pléiade 2020. Je suis très content d'accueillir mon collègue François Larocque. Alors, je vous laisse à tous deux la parole. Le titre, je le rappelle, de votre allocution, Langue officielle en situation de crise, les leçons de la COVID pour la modernisation des langues officielles. On n'a jamais autant parlé de langue officielle depuis très longtemps au Canada, aujourd'hui même, hier, et enfin, depuis quelques jours. Donc, vous êtes vraiment, on ne peut pas mieux choisir le moment pour en discuter. Je vous laisse la parole et hâte de vous écouter. Merci Martin, merci de tes mots très généreux à mon endroit. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Même si j'occupe de nouvelles fonctions à l'AUF, je continue de porter mon chapeau de chercheur. Je pense que c'est très important quand on est dans des postes universitaires de pouvoir aménager du temps pour poursuivre sa recherche parce que c'est ce qui fait qu'on demeure lié à notre milieu, notre communauté. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour féliciter François pour son prix et aussi tous les autres récipiendaires du prix de l'Ordre de la Pléiade. C'est vraiment un grand honneur et en fait, c'est une belle façon de souligner un travail qu'on mène depuis très longtemps. François et moi, on a été très présents ensemble dans le mouvement pour le bilinguisme de la ville d'Ottawa.
Je sais qu'on parle beaucoup des langues officielles aujourd'hui, du français au Québec, à Montréal. Et François et moi, on est tombés dans cette soupe depuis très, très, très longtemps. Et François et moi, on en parle tous les jours. Alors, pour nous, qu'on en parle plus, ça ne change pas beaucoup à notre vie parce qu'on en parle déjà beaucoup entre nous. Mais si on en parle plus aujourd'hui, évidemment, il y a une conjoncture politique qui peut l'expliquer. Puis il y a une conjoncture aussi liée à la pandémie qui fait que c'est très important d'en parler et d'agir aussi, pas seulement d'en parler, mais d'agir. Alors l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, c'est de faire une mise en contexte de notre projet de recherche. Partager ton écran pour que oui. la présentation soit visible. Oui, j'allais le faire. Je fais ça tout de suite. Donc, la présentation d'aujourd'hui, c'est... bon, là, qu'est-ce que je viens de faire? Bon. La présentation d'aujourd'hui, c'est vraiment une mise en contexte de notre projet qui articule le lien entre les langues officielles en temps de crise, en temps de pandémie, et la modernisation de la loi sur les langues officielles. Il y a déjà un rapport du commissaire aux langues officielles qui a été fait sur la situation des langues officielles en situation d'urgence. On pourra en reparler. Mais nous, notre projet, c'est vraiment faire le lien entre la situation actuelle et une action en cours qui est très importante, qui est celle de la modernisation ou du renforcement de la loi sur les langues officielles, dépendamment de la chaise sur laquelle nous sommes assises. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une mise en contexte, présentation des objectifs de la recherche, sa méthodologie, résultats attendus, prochaines étapes. Donc, c'est assez classique. Évidemment, on n'a pas des résultats à présenter tout de suite, mais il y a toute une démarche derrière qui nous paraît particulièrement importante et un contexte qui est particulièrement important à souligner aujourd'hui. Alors, il y a deux dates clés. Il y a deux dates clés qui a conduit à notre projet. Et c'est le 18 mars dernier, où là, il y a le premier arrêté qui dit que on va soustraire l'obligation du français, entre autres, de l'affichage des produits désinfectants. Et l'autre date clé, c'est le 9 mai, où après une deuxième annonce qu'on allait se soustraire encore une fois à l'application de la loi sur l'affichage, à l'obligation d'afficher en français et en anglais sur les produits désinfectants. Là, il y a une timide reconnaissance du premier ministre que la langue est un enjeu de santé et de sécurité publique. Au départ, ce que j'ai trouvé fascinant, bon, moi j'ai réagi le 24 mars, j'ai publié un article dans Le Droit pour critiquer cette situation. ONFR est intervenu dans les médias, mais c'était des réactions peut-être locales, c'était très ontarien, franco-ontarien, puis j'ai reçu des messages en disant « Ah, là, t'exagères ». Franchement, c'est une situation d'urgence. Et le premier ministre dit, ben, c'est un enjeu identitaire, mais il faut épargner différentes sensibilités. Donc, on est un irritant parmi d'autres. Et là, en arrière-scène, des gens comme François, comme moi, on a contacté plein de personnes, la FCFA a réagi, on a parlé au sénateur Cormier, et voilà que ça se reproduit une deuxième fois. Mais là, la réaction est encore plus forte et du coup, on apprend le 9 mai que, bon, il va y avoir un compromis éventuellement, mais un compromis qui est plus en parole en théorie qu'en pratique. Mais on apprend que la langue est maintenant considérée par notre premier ministre comme un enjeu de santé et de sécurité publique. Alors, première leçon, c'est qu'il faut voir qu'il n'y a absolument pas de lentille francophone qui a été utilisée en contexte d'urgence. Et s'il y en a une, ben François va vous en parler, c'est-à-dire, s'il y en a une qui a été utilisée, c'était pour dire qu'il n'y avait pas d'obligation particulière en vertu de la loi sur les langues officielles de maintenir le français dans le cas qui était le nôtre. Ensuite, une autre leçon, c'est que malgré les 10-15 ans de recherche en santé, au Canada, en santé en français,
où on a des chercheurs comme Denis Prudhomme, les chercheurs à l'Institut du savoir Montfort qui disent que la santé est un enjeu de sécurité publique, de santé publique. La question de la sécurité des patients est importante. C'est comme si tout le travail qui a été fait en francophonie canadienne, entre autres, pour montrer l'importance de la santé comme un enjeu de sécurité et de santé, n'a pas été lu par les gens qui travaillent dans les plans d'urgence et qui travaillent au gouvernement fédéral, peut-être de façon générale, ou en tout cas ceux qui l'ont lu n'ont pas eu l'influence pour expliquer au premier ministre d'entrée de jeu qu'on avait affaire, en fait, à un enjeu de santé et de sécurité publique. Donc, évidemment, on a une timide reconnaissance par le premier ministre et on regarde aussi au même moment des comparaisons à l'intérieur du pays et on voit que, évidemment, c'est un traitement très inégal. Et là, on a l'article de Martin Normand, Stéphanie Chouinard, qui ont été publiés dans la revue canadienne de Sciences Po, en anglais, qui fait un bilan. Alors, l'important pour nous, moi, je contacte François. François, il faut qu'on fasse quelque chose. François et moi, on publie un article qui dans la presse où là, on commence à documenter davantage la situation. Et on s'aperçoit que malgré ce que dit la ministre adjointe, la ministre de la Santé, que vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Non, c'est-à-dire c'est le contraire. Il faut avoir des inquiétudes, il faut bien lire les étiquettes sur les produits. Nous, François voit qu'il y a à peu près 400 produits qui échappent à la consigne de la ministre. Mais c'est clair qu'on a besoin d'aller au-delà de l'événementiel, au-delà des chronologies. Et on a besoin d'insérer cette réflexion dans une démarche plus scientifique, un travail qui doit porter sur la question des plans d'urgence et avec des questions précises, une meilleure compréhension de l'état de la recherche, des perspectives internationales, faire une enquête pour bien comprendre, voir aussi le rôle de la loi sur les langues officielles dans ces contextes, le rôle des agents, comme le commissaire aux langues officielles, faire un état des lieux, tirer des leçons pour l'avancement de la recherche et de la réflexion et pour l'action. Et il faut voir que ce n'est pas la première fois qu'on s'intéresse à la question des langues dans les plans d'urgence, mais ce n'est pas un champ de recherche très développé. Alors, François et moi, on est en train vraiment de déblayer le terrain pour aller voir. On voit que les gouvernements font du travail. On voit qu'il y a des rapports, il y a des guides, mais une recherche scientifique sur les plans d'urgence, il n'y en a pas beaucoup. Moi, quand j'ai travaillé sur le secteur de la justice en Ontario, c'est une question sur laquelle on s'était arrêté. Avec ma collègue Anne Mévelec, on a vu comment les débats sur la nomination de chef de pompier bilingue, la nomination de chef de police bilingue, ça, ce sont des questions liées à des urgences. Comment ça renvoie à des enjeux, évidemment, d'identité, mais aussi de sécurité publique. On a aussi souvent des débats sur le 911, où on n'a pas les messages en français. On a eu des débats sur les messages d'alerte, qui ne sont pas toujours diffusés en français. Donc, il y a tout un champ de recherche à déblayer sur la question des langues en contexte d'urgence et en particulier, nous, les langues officielles. Et on voit très bien dans la recherche que c'est un angle mort de la recherche, mais aussi de l'action. Attendez. Donc là, on décide de lancer un projet de recherche. Et là, je vais laisser la parole à François. Après cette mise en contexte, bon, peut-être un peu longue, mais qui permet vraiment de camper notre recherche dans un champ à développer et un champ pour lequel on a aussi besoin de comparaisons internationales. Parce qu'il y a d'autres pays multilingues, il y a d'autres pays avec des régimes linguistiques qui accordent des droits à des minorités linguistiques ou qui mettent sur le même pied des langues, que ce soit à Hong Kong, que ce soit au Pays de Galles, que ce soit au Pays Basque, que ce soit en Suisse.
Et ça serait important de savoir comment est-ce que les choses se passent dans ces pays, parce qu'on a beaucoup vanté, par exemple, Taïwan, qui est un modèle en matière qui a été un modèle en matière de lutte contre la pandémie. Mais comment est-ce que Taïwan se démarque sur le plan linguistique, par exemple? Comment est-ce qu'Hong Kong s'est démarqué sur le plan linguistique? Alors là, il y a plein de points d'interrogation. Alors, François, la parole est à toi. J'active mon micro. D'accord. Alors, est-ce que je peux avancer la diapo? Je vais le faire pour toi, François. Merci. Alors, c'est ça, tu peux aller à la prochaine avec le cadre juridique. Alors, ma partie de la présentation portera plus, d'abord, en deux volets. Là, je vais présenter les grandes lignes du cadre juridique qui nous interpelle, qui, nous pensons, s'applique à la situation et puis qu'on veut mieux comprendre. Et pour bien comprendre la démarche du gouvernement fédéral en temps de pandémie pour assurer le respect de ses obligations linguistiques et le respect des droits linguistiques et en amont d'assurer la santé et la sécurité de tous les Canadiens des deux communautés de langues officielles. Alors, puisque je m'adresse, je pense, à un auditoire multidisciplinaire, je ne présume pas de connaissances juridiques de personne, donc on va vraiment commencer du début. Et quand on parle du cadre juridique pertinent ici, on commence avec la Constitution du Canada, la Charte canadienne des droits et libertés. Alors, dans la Charte, on fait plusieurs choses, mais les articles 16 à 23 portent sur les droits linguistiques. Nous, on s'intéresse particulièrement aux articles 16 à 20. L'article 16, c'est celui qui fait du français et de l'anglais les langues officielles du Canada et qui prévoit, et c'est important de le souligner, l'égalité de ces deux langues-là. Égalité en droit, statut et privilèges. Ça, c'est ce que la loi suprême du pays commande. Il est établi pour l'ensemble de l'appareil fédéral. L'article 20, c'est l'autre disposition qui est très importante. Ça, c'est la disposition qui garantit le droit du public canadien, donc de tout le monde, c'est un droit universel au Canada, d'employer les deux langues officielles pour communiquer avec l'administration du gouvernement, les institutions du Parlement et toutes les institutions fédérales, et d'en recevoir les services. Donc, ce qui veut dire essentiellement, l'article 20 impose au gouvernement du Canada le bilinguisme intégral. L'appareil fédéral se doit d'être intégralement, complètement, 100% bilingue. La façon que je l'explique à mes étudiants dans mes cours de droit linguistique, c'est que lorsque le Canada attrape un rhume, il doit tousser dans les deux langues. Il doit tout faire dans les deux langues. Ça doit faire partie de son ADN. Et donc ça, c'est l'article 20. Les droits linguistiques occupent une place vraiment spéciale dans l'architecture constitutionnelle du pays. C'est le débat, c'est la question, je dirais, qui est au cœur de cette entité fédérale qu'est le Canada depuis la période pré-confédérative, on le sait. Et donc, ça a été reflété dans la Constitution de 1982 de plusieurs manières. Premièrement, si on veut modifier la Constitution du Canada et modifier notamment le statut des langues officielles, ça va prendre l'unanimité des provinces et du fédéral pour y parvenir. Donc, on a protégé le caractère des langues officielles par la formule de modification constitutionnelle la plus rigoureuse qui soit, celle de l'unanimité. Donc, ça en dit long, je pense, sur la place qu'occupent les langues officielles et les droits linguistiques dans la structure constitutionnelle du pays. L'autre disposition qui est pertinente, c'est l'article 33 que je voyais dans la première piste. L'article 33, c'est la fameuse clause non-obstant. Alors, c'est la clause, c'était le gros compromis qui avait été consenti au moment de la négociation de la Charte. C'est la disposition qui permet essentiellement aux provinces ou au Parlement d'adopter des lois qui contreviennent aux droits constitutionnels, incluant donc les droits linguistiques, pas les droits linguistiques, mais c'est ça le point où je veux en venir. Donc, essentiellement, en vertu de l'article 33, on peut adopter des lois qui contreviennent à la Charte. Mais on peut seulement le faire pour certains droits. L'article 2, donc les libertés de religion, les libertés d'association, les libertés d'expression,
et aussi les libertés, ce qu'on appelle les garanties juridiques de 7 à 15, les articles 7 à 15 de la Charte. Mais ce qui est très révélateur, c'est que tous les droits linguistiques ont été exclus de la portée dérogatoire de l'article 33. Bref, le Parlement ne peut pas adopter une loi qui sciemment contrevient aux droits linguistiques. Ça en dit long, je pense, sur l'importance constitutionnelle de ce cadre juridique-là. La seule limite, donc théorique, aux droits linguistiques, c'est l'article 1er de la Charte. Ironiquement, la Charte commence avec un article, l'article 1, qui dit « Voici les droits qui sont protégés par la Constitution du Canada. Ils ne peuvent être portés atteinte ou restreints que par une règle de droit dans les limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. » Donc, le Constituant a quand même reconnu qu'il serait possible, en théorie, d'adopter une loi qui contrevienne de manière raisonnable et limitée à tous les autres droits protégés par la Charte. Mais encore, il faut que cette limite-là soit raisonnable et se démontre et puisse se justifier par des démonstrations qui tiennent dans une société libre et démocratique. Donc, la grande question survient. Est-ce qu'une mesure d'urgence, est-ce qu'une pandémie est un contexte dans lequel on peut contrevenir aux droits linguistiques en toute licéité, conformément aux paramètres de l'article 1er? Donc, ça c'est une question que je pense qu'on peut se demander, que notre étude, j'espère, va bien aborder. L'autre disposition, l'autre partie du cadre juridique qui est importante, c'est la deuxième piste, ce diapositive-là que vous avez à l'écran, c'est la loi sur les langues officielles. Évidemment, une loi très importante, une loi qui est adoptée en 1988 pour moderniser celle qui avait été adoptée initialement en 1969 et qui, depuis 1988, n'a pas été grandement, on ne l'a pas touché beaucoup, cette loi-là, on ne l'a pas mise à jour. Il l'a modifiée en 2005 avec des dispositions qui ont amplifié la partie 7 de la loi, mais sinon, c'est une loi qui demeure, qui n'a pas changé beaucoup depuis 1988. C'est quand même une loi hyper importante parce qu'elle opérationnalise, si vous voulez, les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés. Elle vient, dans la foulée de l'adoption de la Charte, fixer des paramètres par lesquels le gouvernement fédéral va respecter ses obligations constitutionnelles. Et l'objet de la loi, on peut le trouver à l'article 2, c'est d'assurer le respect des langues et de favoriser la progression de leur égalité dans la société canadienne. Donc, la loi sur les langues officielles, son mandat, c'est d'assurer que les deux langues officielles dans la société canadienne sont protégées, maintiennent leur statut d'égalité que la Constitution leur confère et soient ainsi bien protégées. Donc ça, évidemment, la loi sur les langues officielles, dans un contexte où maintenant on se propose de la moderniser, est très importante et j'y reviens sur ce point-là tantôt lorsque je vais faire le pont avec la FCFA. La prochaine loi qui est importante dans le cadre, je pense, c'est la fameuse loi sur les mesures d'urgence, également adoptée en 1988, une semaine avant, d'ailleurs, la loi sur les langues officielles. La loi sur les mesures d'urgence a été sanctionnée le 21 juillet et la loi sur les langues officielles le 28 juillet de 1988. Donc, on avait à l'esprit au Parlement ces deux lois-là en 1988. Chose étonnante, la loi sur les mesures d'urgence est complètement silencieuse sur les droits linguistiques. On ne parle pas de langues officielles, la loi n'était pas encore adoptée, mais elle s'en venait, mais on ne parle pas de droits linguistiques non plus. Mais c'est une loi qui demeure très importante. Évidemment, historiquement, on la connaissait, cette loi-là, sous la loi sur les mesures de guerre, qui évidemment a été évoquée durant la crise d'octobre. Mais donc modernisé en 1988, et on a fait ce qui suit. On a ajouté dans le préambule, et je pense que ça vaut la peine que je le lise, une disposition qui prévoit que, en appliquant, donc essentiellement la loi prévoit les mesures dans lesquelles le gouvernement peut agir en temps d'urgence pour assurer la sécurité de toutes les Canadiennes, tous les Canadiens. Et ça prévoit au préambule qu'en appliquant de pareilles mesures, le gouverneur en conseil serait assujetti à la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, on reconnaît que la Charte canadienne des droits et libertés, incluant donc les droits linguistiques protégés par la Charte, continuerait à s'appliquer et dirigerait l'action du gouverneur en conseil. Donc,
Le gouvernement conseil serait assujetti à la Charte canadienne des droits et libertés ainsi qu'à la Déclaration canadienne des droits. Il y aurait compte du pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment en ce qui concerne ceux des droits fondamentaux auxquels il ne saurait être porté atteinte, même dans les situations de crise nationale. Donc ça, c'est important. C'est une affirmation que le Parlement reconnaissait et reconnaît depuis l'adoption de la loi, que certains droits, même en temps de crise, sont intouchables, que certains droits sont inviolables, même en temps de crise nationale. Évidemment, il n'y a rien, comme je l'ai dit tantôt, explicitement dans cette loi-là qui traite des langues officielles, mais je pense qu'à la lumière de ce préambule et sa place dans l'hiérarchie des lois canadiennes, elle est sujette évidemment à la loi suprême du pays, qui est la Charte des droits et libertés. Et d'ailleurs, il serait intéressant de se pencher, je pense, sur la question suivante. Est-ce que la loi sur les langues officielles l'emporte sur la loi sur les mesures d'urgence? Parce que la loi sur les langues officielles est une loi quasi constitutionnelle et a une disposition qui prévoit d'ailleurs sa propre primauté par rapport aux autres lois fédérales, à l'exception du Code fédéral des droits de la personne. Et donc, la loi fédérale sur les droits de la personne. Donc, ça, c'est une limite, c'est un statut particulier de la loi sur les langues officielles qui, je pense, vient alimenter le cadre juridique sur lequel on va se pencher dans le cadre de notre recherche. Les deux autres lois, ce sont les lois, d'autres lois sur les mesures d'urgence, mais spécifiquement adoptées, sanctionnées dans le contexte de la pandémie. Donc, on a eu deux lois qui s'appellent les lois sur les mesures d'urgence visant la COVID et la loi numéro 2 sur les mesures d'urgence visant la COVID. Et celle du 25 mars, Linda en a déjà parlé tantôt, c'est une loi que le Parlement a adoptée pour modifier la loi sur les aliments et les drogues, pour habiliter la ministre de la Santé à adopter des règlements qui lui permettraient d'assurer, comment c'est formulé, d'autoriser le gouverneur conseil, donc on modifie la loi sur les aliments et les drogues pour autoriser le gouverneur conseil de prévenir des pénuries de produits thérapeutiques, les atténuer et afin d'assurer, de protéger la santé de tout le monde. Donc, c'était ça l'objectif. On a donc conféré, par l'entremise de cette loi-là, le Parlement a habilité la ministre et le gouverneur conseil de prendre des règlements pour éviter les pénuries de certains produits, dont les fameux désinfectants pour les mains. Alors, c'est une loi qui est très importante et c'est ça qui a mené au dérapage que nous avons vu concernant l'étiquetage bilingue et le fait qu'on a pu autoriser l'importation de produits qui arboraient exclusivement des étiquettes en anglais. Alors qu'en même temps, d'ailleurs, c'est ça qui est un peu contradictoire dans le dérapage sur lequel on se penche, et dans ce cas ici. C'est qu'en même temps qu'on importait ces produits-là avec des étiquettes uniquement en anglais, Santé Canada publiait sur son filon de Twitter des directives et exhortait tous les Canadiens de, s'il vous plaît, bien lire les étiquettes avant de se servir des produits. Alors, on importait des produits exclusivement avec des étiquettes exclusivement en anglais et en même temps, on disait à tout le monde de lire les étiquettes, alors que plusieurs Canadiens ne pouvaient pas les lire. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que en matière, pour s'attarder encore sur ce phénomène ici, là, le problème de l'étiquetage bilingue et la dispensation qu'on a donnée, que la ministre a pu autoriser pour l'importation de produits avec des étiquettes bilingues, mais tout ça, ce n'est pas régi par la loi sur les langues officielles. La loi sur les langues officielles est complètement silencieuse sur l'étiquetage des produits. Plutôt, c'est régi par un ensemble de lois, dont les principales ici, c'est la loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et la loi sur les aliments et les drogues, et plus spécifiquement par leurs règlements. Les règlements qui sont pris en vertu de ces lois-là. Ce qui veut dire que c'est beaucoup plus simple, dans l'hiérarchie des normes, de contrevenir à un règlement ou de modifier un règlement. Le gouverneur conseil peut le faire tout seul sans passer au Parlement. Et donc, modifier les exigences
en matière de langues officielles sur l'étiquetage des produits. Et ce qui a beaucoup facilité, évidemment, la situation dans laquelle on s'est trouvé au printemps avec l'importation de ces produits-là. Et donc, il va falloir, je pense, réfléchir à ce cadre juridique-là et se demander, étant donné l'importance des produits désinfectants et des produits de consommation en temps de pandémie, est-ce qu'il y a lieu de donner des normes plus robustes et d'encadrer de manière plus robuste les normes afférentes à l'étiquetage bilingue, de sorte qu'on ne puisse pas tout simplement les suspendre ou les soustraire par un règlement de la ministre de la Santé. Notre hypothèse de travail, on s'interroge en tout cas, c'est que s'il y avait eu un cadre plus robuste directement rattaché à la loi sur les langues officielles, qui est une loi quasi-constitutionnelle, qui opérationnalise la charte, il y aurait eu lieu peut-être de mieux s'y prendre. On aurait peut-être mieux songé aux enjeux linguistiques. Et donc, la mise en œuvre des plans d'urgence et des plans d'intervention du gouvernement fédéral aurait pu se faire à la lumière de ces normes-là si elles avaient été peut-être mieux formulées. Je veux avancer à la prochaine diapo. Linda, s'il te plaît, méthodologie. Ça nous amène donc au projet comme tel. Alors, Linda le décrit, c'est un partenariat avec la Fédération des communautés francophones et acadiennes, la FCFA, qui est un organisme que tout le monde connaît sûrement et qui a été très, très actif dans ce projet de la modernisation de la loi sur les langues officielles. A été, je pense, un des acteurs les plus visibles, certainement, ayant mené ses propres consultations à l'échelle nationale avec ses membres pour découvrir les priorités des communautés membres de la FCFA, qui a ensuite déposé des mémoires au comité parlementaire, donc à la Chambre des communes et au Sénat, qui a même été aussi loin que proposer un projet de libellé pour la prochaine mouture de la loi sur les langues officielles. Donc, la FCFA a vraiment été, je pense, un des acteurs les plus importants dans ce projet-là de la modernisation de la loi sur les langues officielles. Donc, naturellement, ça avait du sens pour nous de collaborer avec eux pour que la FCFA puisse, dans le cadre de cet exercice-là, proposer des changements à la loi sur les langues officielles qui auraient pour effet de mieux outiller le gouvernement fédéral en temps de pandémie et en temps de crise nationale. De sorte que les dérapages qui ont été constatés et qu'on vient de décrire qu'on puisse les prévenir. Et donc, c'est ça l'objectif, c'est une recherche que nous menons, Linda et moi, pour appuyer la FCFA et l'outiller à mieux faire ses représentations auprès des législateurs et dans le cadre de ce projet de modernisation. Donc, on voudrait que la CFA puisse avancer une recherche fondée à l'appui de ces recommandations pour moderniser la loi sur les langues officielles, de sorte que la loi moderne tienne compte de l'expérience de la COVID et de l'apprentissage qu'on doit en tirer. Et donc, c'est dans ce contexte-là que Linda et moi collaborons avec la FCFA. Et à l'aide de notre assistante de recherche géniale, Danielle Bélanger-Corbin, qui, je pense, est à l'écoute, nous menons une recherche d'abord documentaire. On veut faire un bon état des lieux. On veut faire la lumière sur les cadres juridiques en plus grande profondeur que ce que je viens de vous décrire. On veut s'assurer de bien comprendre l'univers normatif qui s'applique ici. Et donc, en plus de cette recherche documentaire-là, qui va aussi porter là, sur un regard comparé à l'international, on va faire des entretiens. On s'est proposé de faire des entretiens avec divers cadres et fonctionnaires fédéraux pour
pour comprendre qu'est-ce qui s'est produit, quel a été le plan d'intervention, est-ce qu'on a même songé aux langues officielles, est-ce que ça même est survenu sur le tapis, autrement dit. C'est ce qu'on veut savoir, c'est ce qu'on aimerait découvrir. Les résultats attendus, prochaine diapo, s'il te plaît, Linda. C'est bien, on veut produire, on veut outiller la CFA, comme je le disais tantôt. Donc, on veut leur donner des données sur lesquelles s'appuyer, avec donc un cahier d'entretien, un dossier documentaire, tout ce qu'on peut recueillir pour les appuyer. Et aussi, on veut se livrer à l'exercice avec eux là, de proposer un libellé qui pourrait être proposé au Parlement, aux élus, qui se penchent donc sur la modernisation de la loi sur les langues officielles. Et si on conclut, si on arrive à la conclusion qu'effectivement, il y aurait lieu de renforcer la loi sur les langues officielles, de sorte à mieux encadrer l'action du gouvernement en temps de crise et de pandémie au regard des langues officielles, bien, on veut se livrer à cet exercice-là et proposer du texte de loi qui pourrait être proposé. Évidemment, tout ça sera également décrit dans un rapport de recherche et articles scientifiques et des présentations comme celle-ci, comme celle que nous faisons aujourd'hui. Alors, prochaines étapes, nous sommes déjà à l'œuvre avec Daniel, Linda et moi, et aussi nos interlocuteurs à la CFA, à préparer le questionnaire et des échantillons d'entretien. Les premiers rendez-vous ont déjà été pris. On n'a pas encore eu de rencontre. On est vraiment au tout début de notre étude. Et on prépare ça là, dans les semaines qui viennent. Et on a 1 an avec le financement du CRSH là, pour produire ce rapport-là. Et donc, on va être très occupés cette année à travailler, je pense, sur une question qui nous interpelle, qui est très pertinente, je pense. Et je pense que ça va être éclairant comme exercice de se livrer à cette recherche ici. Je pense, Linda, c'est la dernière? Oui, c'est la dernière diapo. Alors, merci beaucoup de votre écoute. Linda et moi sommes tout à fait disposés à prendre vos questions ou à réagir à vos commentaires si vous en avez. Merci François et Linda. On est, je pense, près d'une 50aine de participants, donc je suis persuadé qu'il y aura beaucoup de questions après cette présentation très inspirante sur le lien finalement ou la place des rôles des langues officielles hein, dans le contexte d'urgence, même si cette urgence commence à durer un peu longtemps. Ça fait évidemment aussi penser aux réflexions ou aux plaintes même, je sais, qui ont été déposées quand il y a des alertes Amber ou des alertes tornades. On est aussi dans des situations d'urgence et on en oublie un petit peu les langues officielles dans de tels contextes. Alors, ceux qui veulent, soit écrivez dans le chat vos questions, ça me fera plaisir de la lire, ou prenez la parole. Montrez-vous, nommez-vous et posez vos questions. J'en profite pendant que vous réfléchissez ou tapez vos questions, si le cas échéant. Vous verrez dans le chat que j'ai posté tantôt pendant que Linda parlait là, le lien vers, du moins, la citation, la référence de l'article de Martin Normand et Stéphanie Chouinard qui ont fait un bon relevé de plusieurs dérapages là, qui sont survenus durant les premières semaines de la pandémie et qui se poursuivent encore. Et Martin est présent avec nous. Je n'ai pas vu Stéphanie, mais Martin est là. Je vois son nom, donc... Alors, je remercie Martin pour ce travail-là qui nous sera utile également pour mieux faire la lumière sur la situation. Si je peux ajouter, là, on a une question. Qui vous visez dans les entretiens? Évidemment, ce sont les gens qui ont fait partie du comité. Il y a dans les 12 ministères associés au plan d'urgence COVID, il y a des responsables COVID. Alors, on peut interviewer tous les responsables COVID. Des bureaux de traduction, on aimerait interviewer des gens au bureau de traduction. Des gens dans les cabinets politiques pour savoir quelles ont été les considérations politiques derrière les choix qui ont été faits.
les considérations liées à l'application du plan d'urgence. Quand on regarde le plan d'urgence fédéral, il est publié en français et en anglais, mais en tout cas, je n'ai pas encore rien trouvé de spécifique sur les langues officielles. On est en train de tout éplucher, mais je n'ai rien trouvé de spécifique. Alors, les entretiens vont vraiment porter avec les fonctionnaires de haut niveau qui ont été associés à cette crise. Et c'est quand même intéressant parce que François et moi, on s'est posé la question à plusieurs reprises. Ils ont probablement utilisé une approche très étroite de l'application de la loi, c'est-à-dire des langues officielles, en se disant, ça ne tombe pas sous la loi, ces langues officielles, donc c'est beau, on peut aller de l'avant. Donc ça, c'est une question à tester, c'est une hypothèse qu'on a, qu'on va aller vérifier sur le terrain. Puis il faut voir que ça s'inscrit, c'est-à-dire une fois qu'on commence à gratter sur le traitement des langues officielles en temps de crise, nous, on s'est intéressé à l'affichage, mais là, il faut voir tous les articles qui sortent dernièrement dans les médias sur le fait que les langues officielles dans la fonction publique, la crise en ce moment est un révélateur puissant d'inégalités dans tous les domaines. C'est un révélateur puissant d'inégalités du rapport de force entre le français et l'anglais à l'intérieur de la fonction publique. On sait qu'il n'y a pas un réflexe automatique envers le français dans la fonction publique. Le rapport Borbet-Mendelsohn l'a montré. Et puis, en temps de pandémie, bien là, les témoignages qui sortent encore une fois sont quand même assez éloquents sur le traitement inégal des langues officielles dans la fonction publique. Donc, plan d'urgence, fonction publique, étudier les relations fédérales-provinciales en ce moment dans en temps de crise. Est-ce qu'il y a de la traduction? Est-ce que les gens sont, surtout au Québec, les gens, est-ce que dans ces conférences-là, est-ce qu'on a une bonne traduction? On le voit souvent dans les débats parlementaires qu'il y a des enjeux de traduction, mais est-ce qu'on a embauché des personnes pour aider, pour appuyer, s'assurer que les langues officielles sont respectées? C'est là où on voit qu'au départ, le premier ministre n'avait pas vraiment beaucoup d'attention ou d'intérêt pour la question des langues officielles parce que quand François dit on va regarder l'univers normatif, mais justement, dans cet univers normatif, il y a les règlements, les lois, mais il y a l'idée que les langues officielles, c'est juste une question identitaire. Puis là, ce n'est pas votre identité qui est en jeu, c'est votre santé. Donc, vision, approche très, très, très étroite, encore une fois, de la langue comme un enjeu d'identité, mais aussi la langue, comme je disais tout à l'heure, la langue comme enjeu de santé, comme enjeu de sécurité, comme enjeu de diversité. C'est clair qu'en voulant épargner les sensibilités, comme le disait le premier ministre, bien, il s'est lui-même mis dans une situation où il a fait de l'exclusion. Donc, il n'y a pas eu une approche inclusive par rapport aux langues officielles, qu'on pense en même temps aux nouveaux arrivants qui ont des préoccupations aussi en matière de langues officielles et qui ne sont pas prises en compte dans le cadre de la pandémie, étant donné qu'on pense que c'est juste une question d'identité. Donc là, l'univers normatif là, est vraiment à revoir. On sait aussi que dans notre régime linguistique, la langue, c'est un enjeu de compromis. Hein. C'est toujours fondé sur l'idée d'un compromis. Les droits sont vus comme des compromis. Là, le compromis a peut-être été poussé un peu loin. Mais en fait, tout ça, c'est des questions qu'on va tester. Merci Linda. Je vois que d'abord une précision que je vais lire de Lucie Lecomte. Le 22 octobre dernier, le comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes a adopté la motion suivante. Il est convenu que, conformément à l'article 108.2 du règlement, le comité étudie l'impact de la pandémie de Covid-19 sur la capacité du gouvernement à fournir de l'information dans les 2 langues officielles. Que le comité examine également la façon dont les autres juridictions ont fait face au défi de communication d'informations aux groupes linguistiques minoritaires. Que le comité examine quelles politiques et mesures ont été mises en place pour aider ces communautés pendant la pandémie. Et que le comité fasse rapport de ses conclusions à la Chambre et qu'en vertu de l'article 109 du règlement, le comité demande une réponse du gouvernement à son rapport. Donc la question intéresse également le
le comité. Ben, Je ne sais pas si vous voulez commenter. Ça me réjouit de le voir. Et je pense que j'espère qu'on va pouvoir correspondre avec eux nous-mêmes, puis peut-être mettre en commun nos réflexions sur la question. Marie-Ève Hudon nous demande si on a des échéanciers, mais on a 1 an pour faire le projet. Donc, si on veut préparer un libellé dès le mois de janvier, on va commencer à travailler sur ce libellé, à moins que le gouvernement canadien dépose le projet de modernisation avant le temps des fêtes, comme il a été demandé par les partis d'opposition. Ce serait étonnant, mais on ne sait jamais. À ce moment-là, on espère qu'ils vont nous consulter pour qu'on les aide à ajouter ce contenu à l'intérieur de la nouvelle ou de la loi sur les langues officielles renforcée. Parce que, justement, la question des urgences, c'est un test à la loi sur les langues officielles. Ça veut dire que oui, elle a besoin d'être renforcée dans des domaines qu'on n'avait peut-être pas soupçonnés et que là, la pandémie nous a permis d'identifier un domaine très important. Et pourtant, on réagit beaucoup à des enjeux d'urgence dans les médias, le public, les organisations communautaires réagissent souvent à des questions d'urgence, mais c'est comme si ça échappait à la réflexion sur le plan plus juridique. Puis en plus, ça nous a échappé tous. Ça a échappé à la FCFA aussi, c'est-à-dire on en fait notre autocritique. On n'avait pas vu que ça deviendrait un enjeu si important. Donc, c'est le temps d'en profiter pour apporter des solutions. Il y a Martin qui dit « Vous n'avez pas encore toutes les données, mais peut-on constater une indifférence de plus en plus marquée à l'endroit de l'usage du français dans des situations d'urgence? » Ce n'est pas une indifférence, c'est un irritant. C'est-à-dire, on est des empêcheurs de tourner en rond. Moi, je me suis fait dire dans les médias sociaux « Calme-toi hein? », c'est-à-dire là, c'est plus important, c'est urgent. Donc, c'est urgent, on n'a pas besoin de s'occuper des langues officielles. Alors qu'on pourrait dire qu'en situation d'urgence, il faut être exemplaire dans nos comportements. Les gouvernements doivent être exemplaires, doivent s'assurer de la sécurité donc là, il y a des arguments normatifs importants à mettre de l'avant, mais dont on doit aussi traduire de façon très concrète, dans ce cas-ci, par des renforcements d'ordre réglementaire, législatif, parce qu'on voit bien que la force normative de ce qui existe en ce moment comme instrument n'est pas suffisante. Mais là, François pourra rajouter. Je me permets d'ajouter à ce point-ci, Linda, que c'est ça, je partage l'avis que le Canada se doit d'être exemplaire, surtout à ce moment-là que les populations minoritaires atteignent un seuil, un paroxysme de vulnérabilité. Et donc, c'est à ce moment-là que le gouvernement doit certainement que les bottines suivent les babines. Et donc, si la loi sur les mesures d'urgence qui a été rédigée en temps où tout allait bien, où tout va bien, on n'est pas en temps de crise, lorsque ces lois sont rédigées là initialement, et on se propose d'être sujet à la charte et de respecter les engagements constitutionnels, et alors il faut qu'on soit conséquent. Et peut-être qu'on n'avait simplement pas songé à cet aspect-là. La FCFA elle-même, dans ses différentes interventions auprès du gouvernement du Canada, dans le cadre de la démarche pour la modernisation, elle-même n'avait pas songé à cette question-là. Donc, je pense que l'erreur est humaine et certainement, il y a des leçons à tirer de l'expérience collective que nous vivons. Mais je pense qu'on peut tirer une certaine... Moi, je suis optimiste par ma nature, mais aussi je suis optimiste parce que on voit dans la loi sur les mesures d'urgence puis une reconnaissance, l'acceptation de la prémisse suivante que même en temps d'urgence nationale, le Canada demeure régi par la primauté du droit. On demeure un pays de loi. Et donc, si on peut faire respecter les cadres juridiques en temps d'urgence, je pense qu'on va s'en sortir beaucoup mieux. Et puis, on va être prêt, mieux préparé pour la prochaine urgence, la prochaine pandémie. Heureusement, il n'y en a pas tous les jours. Je regarde là les questions. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler avec le commissaire aux langues officielles
peut-être récemment, ou depuis qu'il a déposé là, son rapport concernant les situations d'urgence et les langues officielles? Moi, non. J'ai lu son rapport avec grand intérêt. J'aurais aimé, moi, qu'il parle de la modernisation de la loi sur les langues officielles dans son rapport, qu'il en fasse une recommandation que prendre en compte les situations d'urgence dans le renforcement de la loi sur les langues officielles. Par contre, je vois que le rapport a fait un tour d'horizon quand même assez intéressant de l'application de la loi sur les langues officielles en contexte d'urgence. Il a fait des recommandations qui s'inscrivent à l'intérieur de la loi sur les langues officielles. Je pense que François et moi, ce qu'on veut faire, c'est assujettir d'autres lois à la loi sur les langues officielles. On veut raccrocher les lois qui circulent un peu en matière d'urgence, mais ça vaudrait la peine de voir quelles sont les lois justement qu'il y a au sein du gouvernement qui ont des exigences linguistiques, mais qui ne tombent pas sous l'autorité de la loi sur les langues officielles. Parce que là, c'est ce qu'on a vu, c'est qu'il y a un manque d'articulation d'un certain nombre de lois, de règlements avec la loi sur les langues officielles. Donc, l'idée, c'est de raccrocher et de donner plus d'autorité à la loi sur les langues officielles. François, voudrais-tu compléter? Non, je pense que je vais rien ajouter sur cette question-là. Par rapport au CLO, je pense que c'est clair que la loi sur les langues officielles est de son ressort et qu'il a le mandat législatif, la légitimité de faire des sorties, je pense, fortes dans le sens de moderniser la loi sur les langues officielles à la lumière des leçons de la COVID, une fois que celles-ci seront bien tirées. Parfait. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Il y a une question. Je présume que c'était au tribunal de trancher sur les débats zones d'ombre des lois ou encore les priorités d'une loi ou d'un article. En d'autres termes, si le gouvernement avait rempli ses obligations linguistiques pendant la crise, est-ce que le Canada anglais saisirait des tribunaux ou aurait des arguments pour le faire? Je ne pense pas que le Canada anglais se serait opposé à ce que le Canada respecte ses obligations linguistiques, si je comprends bien le sens de l'intervention. Mais effectivement, une des conséquences d'être dans un pays comme le nôtre qui est régi par la primauté du droit, ça veut dire que les tribunaux ont un rôle de surveillance, évidemment, et d'intendance par rapport à la Constitution, par rapport aux lois, et d'assurer le respect. C'est leur rôle. Et bien sûr, si jamais il y avait eu une disposition très claire, applicable en temps de pandémie, qui avait été ici violée par les actions du gouvernement, bien évidemment, les tribunaux auraient eu, je pense, de la matière sur laquelle se fonder pour intervenir ou pour au moins faire une déclaration de droit. Une autre question, est-ce que vos échéanciers de recherche traiteront aussi de la situation vécue par les communautés linguistiques minoritaires au Québec, la communauté anglaise notamment? Ben, non, parce qu'on ne traite pas de la communauté francophone hors Québec, on traite des langues officielles. Okay. On n'est pas dans une minorité, a-t-elle été mieux traitée que l'autre? On parle des langues officielles. Il y a des travaux à faire ou il y a des études à faire sur le traitement des minorités dans leur propre province. On l'a vu, il y a eu des ratés à peu près dans plusieurs provinces. Tous les premiers ministres ne s'expriment pas en français. Ou, M. Legault a fait son petit point en quelques lignes en anglais. Mais ça, je pense que Stéphanie et Martin ont commencé à le faire dans leur article. Il y aura du travail à faire pour poursuivre cette réflexion dans les cadres, dans les contextes provinciaux. Mais au fédéral, nous, ce qui nous intéresse, c'est la loi sur les langues officielles, comment elle a été abordée, traitée, comment les langues officielles ont été traitées dans le contexte d'urgence par les fonctionnaires, les élus. On aimerait bien savoir, j'aimerais bien savoir ce qui s'est dit entre les ministres, comment les ministres ont
on réagit. Je ne sais pas si un jour on le saura, mais c'est ce niveau-là de questions qui nous préoccupent. Mais merci beaucoup à tout le monde de leurs questions et de leurs réflexions. On voit qu'il y a quand même un intérêt pour ce type de travail. Puis moi, j'espère que la recherche sur les urgences va se poursuivre, qu'il y a d'autres personnes qui vont s'intéresser aux questions d'urgence. Il y a Ingrid Peller en Australie qui a beaucoup publié et qui continue de le faire dans son site Language on the Move sur la question des langues en Australie, entre autres, et qui a essayé qui a développé aussi, qui a proposé des textes de ce qui se passe dans différents pays. Évidemment, j'aurais aimé ça qu'on en envoie un pour le Canada, mais à l'époque, on était trop tard pour publier nos lettres, les traduire, etc. Mais il y a très peu de recherches dans tout ce qu'on a fait pour le moment. Il y a très peu de recherches sur ces questions, mais c'est vraiment à développer. Nous, pour la ville d'Ottawa, Anne Mévélec et moi, on a commencé à fouiller ce dossier-là, où on voit évidemment les enjeux identitaires qui ressortent, mais les enjeux de sécurité, c'est tout à fait fondamental. Et derrière tout ça, il y a l'idée que les francophones sont bilingues. De toute façon, ils vont comprendre. Hein? Il y a cette idée que le bilinguisme fait en sorte qu'on perd notre droit sur le plan de l'action publique, sur le plan plus, je dirais, administratif. Cette idée que le fait qu'on est bilingue, il faudrait être unilingue. Puis je l'ai vu dans les médias, hein, il y a des francophones unilingues qui ne comprennent pas. Oui, mais on ne fait pas ça juste parce qu'il y a des francophones unilingues qui ne comprennent pas l'anglais. On fait ça parce qu'on a des obligations, on fait ça parce qu'on est un pays qui a 2 langues officielles. On fait ça aussi parce que même si on est bilingue, c'est-à-dire si l'anglophone bilingue, lui, se fait dire pourquoi tu aurais de l'anglais du gouvernement fédéral dans tes services avec le gouvernement fédéral, tu comprends le français. C'est-à-dire, on serait devant les tribunaux, devant les Nations Unies, on serait en tout cas là, dans la crise. Mais les francophones, on se permet de penser que leur bilinguisme annule leurs droits linguistiques. Et ça, là, je suis certaine que dans nos entretiens, ça va peut-être ressortir. Merci Linda. Je soupçonne que Martin Normand a une question. Ou un commentaire? Oui, rapidement, un commentaire, une question. D'abord, merci pour vos bons mots sur notre texte, à Stéphanie et moi. Il y a beaucoup circulé, qui a fait réagir aussi dans l'espace public, qui a fait réagir dans la classe politique aussi. Donc, c'est bien de voir que des fois, on lance des lignes à l'eau qui font réagir. On a aussi une version bonifiée de ce texte-là qui est en évaluation, là, où on a ajouté plus de données sur d'autres provinces qui avaient échappé à notre cadre restreint qu'on avait pour la première version du texte. Et où on a aussi évalué les communications sur Twitter des gouvernements et des ministres de la Santé et des premiers ministres. Pour voir. J'étais dans une discussion de groupe avec le commissaire aux langues officielles la semaine dernière où on a parlé de son rapport sur les commissions, sur les langues officielles en situation d'urgence. Et même si le rapport est très intéressant, moi, j'ai trouvé qu'il avait raté son coup dans ses recommandations parce que les recommandations se limitent aux communications. Les 3 recommandations dans le rapport ne touchent qu'aux communications gouvernementales, alors que ce qu'on voit, c'est qu'il y a de gros problèmes au niveau des politiques publiques et dans la façon dont on a imaginé la réponse à la crise. Et un des exemples que je suis en train de creuser, c'est-à-dire que là, sur la question du dictage, si on fait face à un produit mal étiqueté qui ne respecte pas la nouvelle réglementation gouvernementale, ce n'est pas du ressort du commissariat aux langues officielles. On ne peut pas déposer une plainte au commissariat aux langues officielles si on se fait face à un produit mal dicté. Il faut déposer une demande à Santé Canada. Déposer une plainte à Santé Canada, et là, c'est un processus distinct. Et ce que j'ai voulu tester, et 4 mois après le dépôt de la plainte initiale, le produit que j'ai pris en défaut est toujours sur les tablettes. Donc là, si on voulait avoir un processus accéléré de crise, répondre à la situation de façon prompte, c'est raté là aussi. Le mécanisme qui a été mis en place ne fonctionne pas pour répondre à ça. Donc, je suis en train de creuser ça avec Santé Canada. J'ai déposé des demandes d'accès à l'information pour creuser ça. Mais j'arrive à ma question.
est-ce que la stratégie d'écrire encore un libellé à proposer directement au gouvernement fédéral est la bonne stratégie? Parce qu'on l'a vu soit avec les différents libellés de loi sur les langues officielles qui sont plus ou moins utilisés dans la discussion par les politiques. Il y a peut-être une hésitation à utiliser des projets de loi qui viennent de l'extérieur parce que à ce moment-là, les projets de loi ne sont plus du ressort du gouvernement, mais ça peut donner l'impression que le gouvernement est à la remorque de groupes qui proposent des projets de loi. Alors, est-ce que dans ce cas-ci, de proposer encore une fois un libellé est la bonne stratégie ou s'il ne faudrait pas proposer autre chose qui serait une réflexion clé en main avec voici les étapes qu'il faudrait prendre en compte dans un libellé pour éviter l'apparence de biais que ça pourrait de fonctionnaires à utiliser des libellés déjà formulés? J'ai quelques réactions. Un n'exclut pas l'autre, je dirais. Je pense qu'on pourrait faire ce que tu proposes. Puis je pense que ça a beaucoup, beaucoup de bon sens de faire, comme tu le décris, un genre de rapport clé en main qui propose une rationalisation là, des politiques comme telles. Mais que cela n'exclut pas, je pense, aussi le gouvernement représenté avec un libellé qui pourrait réfléchir. Je ne pense pas qu'on se fait d'illusion qu'il va être accepté tel quel, le libellé, copié-collé dans la prochaine mouture de la loi sur les langues officielles. Mais au moins, je pense que la CFA va pouvoir dire, bien, voici une façon de faire qui serait cohérente avec le cadre juridique constitutionnel et quasi-constitutionnel du Canada. Mais tu as raison, je pense que pour opérationnaliser tout ça, ça prend aussi, il faut que ça soit internisé. Il faut qu'il y ait cette activité-là, ce réflexe d'interniser la norme dans les procédures, dans la démarche, dans les politiques, dans la mise en œuvre. Et ouais, je pense que ta argumentation a plein de bon sens. Et je trouve ça vraiment... je veux réagir à puis te remercier pour ton intervention, puis surtout ta plainte que tu fais là, pour l'étiquetage, ce qui, je pense, fait la lumière là, justement sur les failles dans ce système-là, où l'étiquetage bilingue est complètement excisé de la loi sur les langues officielles et c'est laissé essentiellement à d'autres ministères et il y a des mécanismes distincts pour surveiller ça et qui sont plus ou moins efficaces. Je pense que la pandémie nous révèle à quel point que c'est intenable que ça demeure ainsi. On est à une époque où il y a des chefs d'État qui recommandaient de boire de l'eau de Javel, où ce que les étiquettes sont pas imprimées dans les deux langues, mais le gouvernement du Canada dit « lisez les étiquettes ». Alors, on est dans un climat qui, je pense, révèle plein de contradictions et d'absurdités. Et je pense que des plaintes comme la tienne aident beaucoup à faire la lumière. Alors, je te remercie beaucoup d'être un citoyen si engagé. Moi, je voudrais ajouter quand même un élément important à ce que suggère Martin, c'est de dire, en fait, la question, Martin, c'est quels sont les autres outils politiques à notre disposition par rapport à l'outil juridique pour faire avancer les langues officielles? L'outil politique à notre disposition, c'est la volonté politique. Dans notre système à nous, c'est l'intervention du gouvernement canadien. Alors, tous les groupes de pression, les comités devraient exiger du premier ministre un groupe de travail, de mettre en place un groupe de travail pour étudier ce qui s'est passé, un peu à la lumière de notre projet de recherche, et d'identifier, faire des recommandations. Parce que de toute évidence, les recommandations du commissaire à la langue officielle, tu l'as bien dit, elles ne sont pas assez fortes. Puis elles sont très limitées. Et elles ne tiennent pas compte des enjeux que tu as soulevés en matière de mécanismes de plainte. En ce moment, malgré tout ce que peut dire le commissaire pour renforcer la communication, que la communication, ce n'est pas juste quelque chose d'accessoire, ça ne prend pas en compte toutes les ratés qu'on a eues dans le débat sur les langues officielles en matière de pandémie. Et moi, ma référence, c'est en
95, quand on a eu les transformations gouvernementales. Évidemment, c'est parce que je suis un petit peu plus vieille que je me souviens de ces choses-là, mais en 95, il y a les transformations gouvernementales. La FCFA à l'époque, les groupes n'arrêtent pas de dire comment ça nuit aux langues officielles, comment il y a un recul des langues officielles et comment il y a un recul du français, des communautés, entre autres, un peu partout au pays. Et le président du Conseil du Trésor à l'époque décide d'agir suite à une recommandation du commissaire aux langues officielles qui était suffisamment, c'était M. Goldblum à l'époque, une recommandation qui demandait au premier ministre de mettre sur pied un groupe de travail, ce qu'on aurait pu s'attendre dans le présent rapport du commissaire. Et ce groupe de travail a été créé. J'ai été nommée dans ce groupe de travail à l'époque avec mon collègue Yvon Fontaine. Et on est arrivé avec une série de recommandations qui avaient été remises à Mme Robillard à l'époque, qui était au Conseil du Trésor. Ces recommandations-là ont été appliquées pour s'assurer que dans toute transformation gouvernementale, on tienne compte des obligations du gouvernement envers les langues officielles, envers les minorités, etc. Donc, il y a eu une action qui est venue du plus haut niveau au sein de notre système politique, qui est venue du premier ministre, qui est venue de la volonté du premier ministre. Et ce qui manque comme outil en ce moment pour nous aider à aller de l'avant, c'est ça, c'est cette volonté politique du premier ministre. On a la volonté de Mme Joly comme ministre, mais ce n'est pas assez. M. Duclos pourrait pousser un petit peu plus auprès du premier ministre. Les députés québécois à l'intérieur du Parti libéral pourraient pousser un petit peu plus. Les députés francophones, que ce soit Mme Fortier et autres, pourraient pousser un petit peu plus pour que le premier ministre mette en place un groupe de travail pour lui faire des recommandations très concrètes, pas seulement en matière législative, comme nous on veut le faire avec un libellé, mais de façon plus générale au sein de l'appareil pour s'assurer que ce genre de situation ne se reproduise plus. C'est ça notre autre outil, qui est l'outil politique. Mais cet outil politique, c'est plus compliqué que, évidemment, l'outil juridique. Donc là, nous, on a une voie d'accès par la recherche, par les groupes, dans un contexte bien balisé qui est celui de la modernisation de la loi sur les langues officielles. Donc, il faut profiter de cette conjoncture. Mais il ne faut pas non plus penser que c'est la seule chose qu'il faut faire. Je dirais que de l'autre côté, il faut aussi que l'outil politique soit utilisé par tous les acteurs en présence et qu'il y ait une action qui vienne du premier ministre. Alors ça serait mon souhait. Et ce serait logique quand on regarde ce qu'on a à notre disposition pour faire avancer des dossiers au sein de notre appareil fédéral. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions, commentaires? Il nous reste une bonne dizaine de minutes, quinzaine de minutes. Donc, j'ai peut-être assommé le monde. Oui, Monsieur Fouché. Oui, bonjour. D'abord, félicitations aux deux protagonistes de cette recherche qui est importante. Je me souviens très bien du groupe de travail auquel vient de faire allusion Linda et des recommandations. Je pense qu'elle a parfaitement raison que la FCFA ne devrait pas non plus mettre tous ses œufs dans un seul panier et pousser une stratégie de revendication politique en même temps que la stratégie de recherche. Sur la recherche comme telle, j'ai hésité à faire mon commentaire, mais je vais le faire pendant la réunion, même si j'avais l'intention de vous envoyer un courriel. Deux choses. D'abord, Linda peut-être s'en rappellera, François, c'est moins certain, mais il y a un bon bout de temps, il y avait eu un incident impliquant la garde côtière qui remorquait un bateau dans le détroit de Northumberland et le bateau avait coulé en raison il y avait eu mort d'homme, en raison d'un problème linguistique. Il y avait eu une plainte au commissariat aux langues officielles et un rapport qui avait été fait. Donc, dans vos contacts avec le commissariat, ce serait bon d'essayer de retrouver le rapport qui avait été émis à cette époque-là. Mon deuxième commentaire, qui est plus technique, qui est peut-être plus à l'intention de François, c'est d'explorer ce qui a été ou n'a pas été fait autour de l'article 26 de la loi sur les langues officielles qui permet aux institutions fédérales de faire des règlements en matière de santé et sécurité. Et si aucun règlement n'a été fait dans le cas
dans des cas généraux, dans le cas de l'étiquetage des produits pharmaceutiques, par exemple, des choses comme ça. Mais ça serait à aller explorer. Très bonne recommandation. Donc, ça, c'était mes deux. Puis oui, c'est vrai. Un troisième point, encore une fois technique. Je m'étonne de votre commentaire à l'effet que la loi sur l'étiquetage des produits de consommation aurait préséance sur la loi sur les langues officielles. Si je me rappelle bien, la partie 4 de la loi sur les langues officielles a préséance sur toutes les lois fédérales. Donc, si on faisait un recours juridique et si quelqu'un essayait de dire que la situation d'urgence prévaut sur la loi sur les langues officielles, je ne pense pas que cet argument-là irait très loin. Ensuite, évidemment, vous avez probablement en tête où vous allez retrouver le rapport de François Boileau autour de la pandémie de H1N1, dans lequel il y avait eu des problèmes de communication linguistique et l'approche que François avait prise à l'époque a effectivement conduit à des changements dans les politiques de communication du gouvernement de l'Ontario. Donc, ça serait une autre voie à aller explorer. Tout à fait. Merci beaucoup, Pierre. Le règlement fondé sur l'article 26, je ne l'avais pas à la liste, alors merci beaucoup. C'est un bon ajout. Effectivement, je suis d'accord avec toi par rapport à la préséance de la loi sur les langues officielles sur les autres lois. Là. Alors, si j'ai dit le contraire, je m'excuse d'avoir semé la confusion. Et puis aussi pour l'instance du bateau qui aurait coulé en raison d'un problème linguistique, ça a dû être avant que j'avais connaissance de ces questions-là. Oui, ça fait un petit bout de temps et mon Dieu, moi, ça m'est venu à l'oreille parce que j'étais à Moncton à cette époque-là. Donc, c'était avant 2008. Pour sûr. Et je me rappelle que les médias m'avaient demandé ce que j'en pensais à l'époque. Évidemment, j'avais dit qu'il y avait eu une violation. Et en fait, il y a un vieux jugement qui porte sur la garde côtière qui date des années 60 début 80, je pense. Et dans lequel, justement, il y avait eu un problème concernant l'annonce, excusez-moi pour les gens qui ne sont pas juristes, là, mais c'était l'annonce de la date de la fermeture de la pêche qui avait été diffusée en anglais seulement, alors qu'il y avait des pêcheurs acadiens qui syntonisaient le poste francophone de la garde côtière et le débat avait été, est-ce que la communication d'un renseignement comme ça est un service qui émane d'un bureau, puisque c'est sur des ondes? Et la Cour provinciale avait dit oui, l'expression bureau doit être interprétée de manière extrêmement large. Et peut-être un autre point de détail, c'est l'arrêt Norton contre Via-Rail de la Cour fédérale, dans lequel des postes de superviseurs dans des trains qui faisaient des trajets non désignés avaient quand même été désignés bilingues et le syndicat avait contesté en disant, puisque ce n'est pas un trajet désigné, il ne devrait pas avoir d'employés bilingues à ces postes-là. Et la Cour fédérale avait dit oui à cause qu'il y a une possibilité de situation d'urgence qui fait en sorte qu'il faut que le chef de train et le superviseur ou le surintendant, je ne sais pas trop comment on les appelle, soient bilingues quand même pour être capable justement de faire face à une situation d'urgence. Donc, vous pouvez aller consulter aussi ce jugement-là. Alors, vous voyez, c'est 40 ans d'expérience en enseignement des langues officielles qui viennent de parler. C'est d'une richesse précieuse. Merci beaucoup, Pierre, de cette aide-là. Sur le plan anecdotique, c'est vrai que François Boileau, dans son rapport sur la grippe aviaire à l'époque, c'était soldé par des recommandations intéressantes qui ont été mises en œuvre, mais qui, malgré celles-ci, n'ont pas réglé tous les problèmes, parce que l'Ontario, comme Martin et Stéphanie l'ont révélé, il y a eu des problèmes en Ontario aussi pour les communications en temps de COVID. Même si cette directive-là de communication qui avait été révisée à la lumière du rapport de François avait été mise à jour, puis devrait être en principe respectée et devrait lier les instances qui communiquent des messages en temps de crise et de pandémie. Dans le cadre de mon cours de linguistique que j'ai hérité de Pierre depuis qu'il est à la retraite, j'ai mis en œuvre une activité. Ça vaut la peine que j'en parle parce que je trouve que c'est pertinent à la COVID ici et notre recherche.
L'activité que mon collègue Mark Power avait mis en place des années avant ça, qui s'appelle la marche linguistique. Donc, c'est une activité où les étudiants, dans le cadre du cours, sortent de la salle de classe et prennent une marche sur le campus de l'Université d'Ottawa ou dans les rues de la ville d'Ottawa pour voir si tout est conforme et pour voir si l'affichage bilingue, qui est censé être bilingue, est respecté et que les normes sont respectées, les normes linguistiques sont respectées. Cette année, évidemment, mes étudiants sont partout au pays. J'ai des étudiants dans les Maritimes, j'ai des étudiants en Colombie-Britannique et dans chaque province dans le milieu. Et on a fait cette marche linguistique-là virtuellement cette année. Et les gens se sont soit promenés dans leur communauté, là où ils étaient, et à l'aide de Bureaulis, le moteur de recherche fédéral, ils ont pu identifier des bureaux fédéraux qui auraient des obligations en vertu de la loi sur les langues officielles et qui étaient censés offrir un service en 2 langues. Et puis, ils ont trouvé, en appelant les numéros ou en se rendant sur place, que ce n'était pas toujours le cas et que la loi n'était pas constamment respectée à ce niveau-là. Et notamment, des affiches spéciales qui avaient été mises en lien avec la COVID sur les portes de ces bureaux fédéraux-là, à Revelstoke, à Saskatoon, à Winnipeg, et qui n'étaient pas conformes. Alors, donc cet exercice-là a pu identifier d'autres instances de manquement à la loi sur les langues officielles, directement en lien avec la COVID ici. Donc, des annonces destinées au public, mais qui n'étaient pas publiées dans les 2 langues, comme la loi sur les langues officielles le révèle. Bref, c'est une loi qui n'est pas toujours respectée en temps normal, et on dirait que la pandémie, en temps de crise, ça se poursuit, mais les enjeux sont différents, n'est-ce pas? Et sont beaucoup plus importants pour la santé et la sécurité de tous les Canadiens. Surtout lorsque l'enjeu, c'est de stopper ou la propagation d'un virus. C'est important que tout le monde ait les bons messages en temps réel. Donc, c'est ça l'enjeu ici avec les messages qui doivent passer dans les 2 langues officielles, en plus de l'enjeu de respecter la primauté du droit, parce que la Constitution le commande. Alors, c'est des questions qui vont nous intéresser, nous stimuler, je pense, pour les prochaines semaines et les prochains mois. Il y a une dernière question de notre collègue Geneviève Tellier qui demande si le Sénat pourrait être un nouvel acteur à considérer en matière de politique linguistique. J'espère que le Sénat a toujours été considéré comme un acteur en matière de politique linguistique. Il y a quand même un comité des langues officielles au Sénat, mais encore là, est-ce que le Sénat comme entité une préoccupation particulière pour les langues officielles? C'est-à-dire, quand on regarde les nominations au Sénat, on voit pas la grande préoccupation pour les langues officielles. C'est-à-dire, on va nommer quelques sénateurs des milieux minoritaires, quelques sénateurs québécois, mais est-ce qu'on a une véritable préoccupation pour que les sénateurs eux-mêmes adhèrent à notre régime de langues officielles? Est-ce qu'on nomme des sénateurs avec des profils bilingues? Est-ce que c'est pris en compte ou ce qui est pris en compte, c'est seulement le fait qu'on veut quelques sénateurs qui viennent des milieux minoritaires? Alors, je pense que ça, c'est poser une question, répondre à la question par une autre question, mais les francophones, en tout cas, les francophiles à l'intérieur du Sénat, comme à la Chambre des communes, devraient se pencher sur ces questions en tout temps. Puis il faut souligner qu'au Sénat, c'est quand même important, c'est quand même le Sénat, c'était Mme Claudette Tardif qui a lancé l'idée de la modernisation des langues officielles à l'intérieur du Parlement. Ça vient de la FCFA, mais ça a été repris par Claudette Tardif et après par le sénateur Cormier. Alors, on peut penser qu'ils ont quand même bien joué leur rôle, mais c'est sûr qu'ils ont le chapeau de président du Comité des langues officielles. M. Cormier vient d'être renouvelé, donc félicitations, M. Cormier. Mais le Sénat comme entité, c'est une bonne question. Ce sera un test. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour terminer? Il nous reste 2-3 minutes peut-être. Une dernière question.
Ben, moi, j'aimerais faire un dernier commentaire, Éric, si je peux. Demander aux gens si vous avez des informations, des références, des données, des études que vous voulez qu'on considère. N'hésitez pas à nous les envoyer. Je pense qu'on fait un travail en accéléré. Absolument, un CRSH avec une question de cette envergure, on devrait avoir au moins 3 ans pour faire ce genre de travail-là. Là, on fait tout en accéléré à cause du contexte. Donc, n'hésitez pas merci à Pierre Fouché, entre autres, de ses références. Merci à Martin de ses interventions aussi et de leur travail. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer, à François ou à moi, toute référence que vous aimeriez qu'on regarde dans le cadre de notre recherche. Merci Linda. Est-ce que Martin, je te laisse le mot de la fin? Simplement, j'aimerais vous remercier pour les conférences très intéressantes que vous venez de faire. Puis vous avez mis vraiment la table, je pense, pour un chantier d'ampleur qui est, à mon avis, la pointe de l'iceberg d'un chantier encore plus grand qui, j'imagine, va vous occuper aussi dans très peu de temps, celui de la réforme globale de la question des droits linguistiques au Canada. Sur ce, je vous remercie beaucoup à tous et à toutes d'avoir été là aujourd'hui. Merci, au revoir.